Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeurs, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu
qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Un avion sans aucun signe d'identification s'approche des côtes de l'Indonésie. La situation n'est pas des plus paisibles et l'opérateur de vol est inquiet. 2 avions de chasse décollent, prêts à abattre l'avion non identifié. Tout va se terminer en catastrophe quand soudain les pilotes remarquent un détail étrange. 1er décembre 1941. Avec son équipe, le capitaine du Boeing 314 Robert Ford se prépare pour un très long vol à bord d'un des plus grands avions du monde. Le Boeing 314 Clipper California est un hydravion de grande capacité. Ne possédant pas de train d'atterrissage, il ne peut se poser que sur l'eau. Sa longueur est de 30,5 mètres et son envergure de 45,7 mètres. C'est plus grand qu'un immeuble de 6 étages. Et à bord de cet avion, il y a un restaurant, des zones de repos et même une chambre avec un lit. Malgré sa taille, le Clipper California peut voler pendant plus de 18 heures.
Le capitaine Ford ne se doute pas de ce qui l'attend. Il monte dans l'avion. Le vol ira de San Francisco à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le premier arrêt est à Los Angeles. Il n'y a aucun problème à cela. L'arrêt suivant est à Pearl Harbor. Le vol se déroule bien. 7 décembre 1941. Cela fait 3 jours que l'avion a quitté Pearl Harbor. Il doit maintenant franchir la dernière étape de son voyage, le vol vers la Nouvelle-Zélande. Mais à ce moment, le capitaine Ford reçoit l'ordre de diriger l'avion vers la base alliée la plus proche. Le chemin du retour étant fermé, l'avion continue de voler vers la Nouvelle-Zélande. Après que le Clipper a atterri à l'aéroport d'Auckland, Ford reçoit un ordre qui lui semble impossible. Avec son équipe, ils doivent occulter tous les signes d'immatriculation et d'identification de l'avion et le ramener à l'aéroport de LaGuardia à New York. C'est-à-dire retraverser la planète. Cet itinéraire inédit est d'une longueur de 37 007 km. De toute l'histoire de l'aviation de cette époque, personne n'a déjà parcouru une telle distance. L'équipe ne possède ni carte, ni système de navigation moderne. Ils ne connaissent pas les terres qu'ils vont survoler, ils ne savent pas sur qui ils peuvent tomber en chemin, ni dans quels aéroports ils devront atterrir. Ils doivent entretenir et réparer l'avion eux-mêmes, s'occuper du carburant et tracer leur itinéraire. Et puis, ils n'ont presque pas d'argent. Immédiatement après avoir reçu l'ordre, l'équipe se rend à la bibliothèque d'Auckland. Ils étudient les atlas et les cartes afin de créer un plan de vol détaillé. Tout d'abord, ils doivent se rendre en Australie, puis voler vers l'Afrique en longeant la côte asiatique. Puis, ils doivent se rendre aux États-Unis. L'équipage repeint l'avion et se prépare au décollage. Avant le départ, un banquier ayant eu connaissance de leur situation leur donne 500 $. L'avion décolle. L'équipage n'a pas remarqué qu'ils ont oublié de repeindre le drapeau américain. Dans quelques jours, cela leur sauvera la vie. Avant d'arriver en Australie, ils s'envolent vers la Nouvelle-Calédonie pour évacuer un groupe de personnes. L'opération est réussie. En Australie, où l'équipe dépose les évacués, il leur faut faire le plein. Mais comme il n'y a pas de service de ravitaillement de Clipper à cet aéroport, l'équipe doit elle-même transporter 800 bidons d'essence. Et voici un détail important, le Boeing 314 n'utilise pas un carburant conventionnel. Il doit être rempli d'une essence d'aviation à indice d'octane élevé. Tôt le matin, le Clipper décolle et se dirige vers l'Indonésie. Le vol se déroule bien, ils approchent de l'aéroport. Pendant ce temps, le capitaine de la base où le Clipper est censé atterrir remarque un avion non identifié. Il ne sait pas par qui il est piloté ni d'où il vient. Personne ne l'a prévenu. Il s'agit peut-être d'un avion ennemi. 2 avions de chasse décollent. Ils s'approchent du Clipper et ne voient aucune immatriculation sur son fuselage. Les pilotes sont sur le point d'attaquer, mais à ce moment, ils remarquent un drapeau américain. Si Robert Ford n'avait pas oublié de le recouvrir, tout se serait mal terminé pour lui et son équipage. Les chasseurs autorisent l'atterrissage. Le Clipper se pose sur l'eau. Un bateau vient à la rencontre de l'équipage, mais s'arrête soudain. Il s'avère que l'avion a atterri sur une zone couverte de mines marines, et le bateau n'ose pas s'en approcher. Le Clipper se dirige vers le port en évitant miraculeusement le contact avec les mines. Robert Ford et son équipage sont bien accueillis. Ils vont vite se reposer avant de reprendre la route. Mais un gros problème se présente alors. L'avion est à court de carburant et à la base navale, il n'y a que de l'essence ordinaire pour voiture. Personne ne sait si le moteur de l'avion pourra repartir. Il pourrait prendre feu ou simplement ne pas fonctionner, mais ils n'ont pas le choix. Ils remplissent les réservoirs avec le carburant ordinaire. Le capitaine décide de décoller en utilisant les restes du carburant d'aviation et pendant le vol, il passe au réservoir contenant l'essence ordinaire. Le moteur de l'avion se met à faire un bruit anormal. Mais au bout d'un petit moment, cela se calme. Le vol continue. Pendant 19 heures, ils volent avec ce carburant dangereux. Leur prochain arrêt est Ceylan. Le ciel est couvert de nuages. Le pilote, ne voyant ni la côte ni l'aéroport, décide de faire descendre l'avion au-dessous des nuages. Ils volent maintenant à une altitude de 90 mètres au-dessus de la surface de la mer et remarquent une énorme baleine. L'avion s'approche et ce n'est pas une baleine, c'est un navire ennemi. Le Clipper commence à reprendre de l'altitude pour se cacher dans les nuages. Finalement, il se trouve à nouveau enveloppé de voile blanc. Ils entendent des explosions et des détonations tout autour de l'appareil. Le Clipper vole avec une visibilité nulle pendant 60 minutes. Enfin, les nuages se dissipent et ils aperçoivent le port de Ceylan. L'équipe fait une courte escale et poursuit son voyage. Dès que l'avion décolle, l'un des moteurs explose. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de trop s'éloigner du port. Ils peuvent donc faire atterrir l'avion et réparer le moteur. Le Clipper poursuit sa mission. Robert Ford et son équipage volent principalement au-dessus des terres. C'est très risqué étant donné que l'avion n'a pas de train d'atterrissage et qu'il ne peut donc pas se poser sur une surface solide.
Enfin, ils arrivent au Congo. L'équipage y passe un moment agréable, reprend des forces, se repose et surtout, obtient de l'essence d'aviation à haut indice d'octane. Tout va pour le mieux, mais une autre épreuve les attend. Maintenant, nos aviateurs vont devoir franchir la plus longue étape de leur voyage. Leur prochain arrêt est une ville portuaire du Brésil et la distance qui les en sépare est de 5632 km à travers l'océan. La distance de vol maximale du Boeing 314 est de 5900 km. Toute déviation de la trajectoire ou des vents contraires trop forts pourrait empêcher l'avion d'atteindre sa destination. Inquiet, l'équipage fait le plein et charge du carburant supplémentaire dans l'avion. Il quitte le Congo en décollant d'un bras étroit de son fleuve. Mais le pilote remarque une chute d'eau à quelques kilomètres devant eux. L'avion doit de toute urgence prendre de l'altitude, mais il n'y arrive pas. La trop grande quantité de carburant supplémentaire empêche le clipper de s'élever. La chute d'eau se rapproche. À la dernière seconde, l'avion parvient à s'élever à la hauteur voulue. Mais même après la chute d'eau, le Boeing n'est toujours pas assez haut. Il plane juste au-dessus des falaises côtières. Une légère inclinaison pourrait entraîner l'accident. Heureusement, ils parviennent à passer sains et saufs. L'avion s'élève jusqu'à la bonne altitude. Pendant le vol du Congo au Brésil, l'équipage a battu un nouveau record. Ils ont volé pendant 23 heures et 35 minutes. Fatigués, ils atterrissent enfin dans la ville de Natal où ils sont attendus. Cependant, ce répit ne dure pas longtemps. 2 heures plus tard, ils décollent à nouveau pour rejoindre leur destination suivante, une base aérienne au Panama. 6 janvier 1942, 5h54 du matin. Le déjà légendaire Boeing 314 s'approche de LaGuardia à New York. L'équipage est impatient de terminer son voyage. Ils contactent la tour de contrôle et on leur dit qu'ils ne pourront atterrir qu'après 7h du matin, car l'aérogare ne commence à fonctionner qu'à cette heure-là. Pendant 1 heure, Robert Ford et son équipe tournent donc en rond dans le ciel. Il s'agissait probablement de l'heure la plus longue de toute leur vie. Finalement, leur mission est terminée. Le Boeing 314 devient le premier avion de ligne à effectuer un voyage presque tout autour du monde. Ce long voyage a duré plus d'1 mois. L'avion aura passé 209 heures ou 8 jours dans les airs et il aura parcouru plus de 48 270 km et effectué 18 atterrissages.